Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin après un week-end assez chargé en activités, notamment ces manifestations qui ont pour but de marquer une date qui a suscité un événement dans notre cher pays, le Togo. Je voudrais parler du 5 octobre 1990 et bien sûr aujourd'hui nous sommes au 5 octobre 2015, 25 années après. Nous allons donc évoquer cette date, ce que ça représente dans l'histoire du Togo autour de ce plateau ce matin. Bienvenue donc pour l'émission Grand Jury qui démarre ainsi avec nos salutations qui vont à l'endroit de toutes ces personnes qui sont devant leurs écrans et toutes ces personnes également qui sont au bout des ondes et ceux-là qui nous suivent via le web. Trois liens, le www.togovision.com, www.ebenradio.com et puis le www.laverte.org. Nous disons bonjour au préfet de Zio, bonjour également au maire de la commune de Thiévié, bonjour à tous les natifs de la préfecture de Zio, sans oublier également tous les Togolais de Lomé à Saint-Cassé, puisque vous nous suivez par tous les moyens que nous avons déployés pour vous servir. Bonjour également à tous ceux qui sont à Palimé, qui nous suivent via les ondes de radio VGK, à Anéro via les ondes de radio Lumière. Nous disons également bonjour à la grande capitale Lomé donc et ses environs avec la 102.7 FM qui vous permet de nous suivre. Nous sommes donc dans l'émission Grand Jury et nous allons donc rapidement autour de ce plateau vous rappeler les thèmes que nous allons discuter, ou les sujets du moins qui vont marquer nos échanges ce matin avec nos invités. Nous parlons du 5 octobre 1990, une date, un événement, des souvenirs. Nous allons donc en parler avec nos invités. Et puis, nous allons évoquer la CDPA hier, la CDPA aujourd'hui, 25 années plus tard, quelle différence? Et puis le Togo avec l'opposition, 25 années de lutte, sommes-nous toujours à la case de départ? Y a-t-il eu des avancées? Si oui. Y a-t-il eu des échecs? Si oui, quels sont ces échecs et quelles sont ces avancées? Nous allons donc en débattre et puis, si le temps le permet, évoquer la guerre médiatique constatée ces derniers temps avec beaucoup d'intensité entre l'ANC, le CAR, le MRC et OBU. Voilà donc en somme l'opposition qui est menée par une guerre de leadership. Mais avant de retrouver nos invités, vous les présenter rapidement, nous allons scruter la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Deux, ils sont donc au nombre de deux. Il y a Togo Matin qui titre à sa une perspective économique en Afrique. La croissance togolaise a le vent en poupe. Et puis religion, ministère de l'administration territoriale, le chemin glissant de la législation religieuse. Culture à la une du journal Togo Matin ce matin avec Marie-Jeanne Servin-Thomas. Une plume au service de la femme noire, titre le journal. Et puis l'éditorial du journal est consacré au 5 octobre. Le journal titre à ce propos « Je suis 5 octobre ». Et pour finir, rubrique politique, Alberto Olympio a-t-il décampé face aux ennuis judiciaires? S'interroge Togo Matin. Nouvelle opinion également dans les kiosques ce matin. Nous en profitons pour saluer son directeur de publication, El Hadjaniao Arinyao. Le journal titre à sa une, 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le développement durable à New York. Faure Gnassingbé a rendu un vibrant hommage à l'ONU au nom du peuple togolais pour la coopération féconde. Et puis phénomène Boko Haram, Tchamba appelle ses fils à plus de vigilance, nous informe Nouvelle Opinion. Semaine de l'architecte 2015, démarrage des activités ce matin à Palimé. Et puis Fabre sur le même sort que Gilles-Christ Olympio. Plus personne ne croit en la politique de vaines incantations, écrit Nouvelle Opinion. Et puis diplomatie, le Togo adhère à une gouvernance sur les flux migratoires. Don de kit scolaire au collège Likame à Zanguera, Afia Mala, la diva de la musique togolaise, au chevet des élèves. Voilà donc pour tout ce qui concerne la une de ces deux journaux parus dans les kiosques ce matin. Togo Matin et puis Nouvelle Opinion au prix de 250 francs CFA. Nous recevons ce matin deux invités. L'un est déjà avec nous. Il s'agit bien sûr de Justin Anani. Bonjour Justin. Bonjour, bonjour à tous les fidèles de cette émission. Et puis le week-end, comment ça s'est passé? Très bien d'ailleurs. Bon, sauf que vous savez que ces derniers temps, il faut faire les va-et-vient, chercher les informations, envoyer les papiers. C'est pas du tout facile, donc on sent un peu la fatigue, mais avec la détermination, ça ira.
Voilà, merci donc pour la disponibilité. Notre second invité, il s'appelle Germain Pouli, il est directeur de publication du journal Togo Réveil. Il sera des nôtres incessamment. Mais avant son arrivée, rapidement, on va parler de la semaine donc, de l'architecture 2015. Rapidement, en quoi cela vous interpelle ou interpelle ce sujet, semaine de l'architecte togolais? Non, moi je pense que quand on parle de l'architecture, donc on parle forcément de l'urbanisme. Et lorsque vous analysez la situation dans notre pays depuis des années, et ça donne l'impression qu'il n'y a pas un plan viable donc à la matière. Donc nos villes ne sont pas bien construites. Pour cause, c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas une politique adéquate pour pouvoir permettre aux populations d'améliorer donc un tant soit peu donc leurs lieux de résidence. Et ça fait qu'aujourd'hui, les athlètes existent, mais ils sont à la traîne. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un architecte. Et on arrive même à confondre un architecte par rapport à un urbaniste. Et c'est tout un problème. Et que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand il faut poser ce problème, il va essayer de retourner à la case départ pour essayer de plancher sur le problème et voir dans quelle mesure il faut adopter une politique cohérente par rapport à ce que c'est que l'architecture et ce que c'est que l'urbanisme. Lorsque les villes ne sont pas bien tracées, les villes ne sont pas bien construites, il n'y a pas un plan de développement des villes. Et je pense qu'en ce moment, les architectes n'auront pas de matière à vendre. Donc je pense qu'à travers peut-être cette semaine qui marque le début de leurs activités, et je pense que c'est une très belle chose. Mais lorsque vous vivez dans un pays et que, bon, à tout go de champ, on n'arrive pas à cadrer les choses, on n'arrive pas à les positionner, on n'arrive pas à avoir une vision de développement du pays. Je pense qu'il faut sincèrement dire que les architectes auront beaucoup de problèmes peut-être à régler au niveau de leur secteur. Voilà, aujourd'hui, quand on parle forcément de l'architecte, on parle de l'urbanisation, on parle également de l'habitat, on parle de foncier, ça a forcément un lien. Aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur le développement de la capitale togolaise, est-ce que vous sentez les architectes? Est-ce que vous les sentez? Non, non. Les architectes sont absents parce que je fais cette comparaison pour dire en 2011, en 2012, j'étais à Ouaga, donc au Burkina Faso. J'étais à Ouagadougou et je suis parti au niveau de Ouaga 2000. Et en dehors même de l'hôtel Libya qui a été construit par un architecte togolais, à Forda, paix à son âme d'ailleurs. Il y a encore d'autres immeubles que vous allez voir là avec le plan de développement de cette ville et que les architectes togolais sont sollicités plus là-bas qu'ici au Togo. Contrairement à ce que je dis, quand vous prenez par exemple notre pays, le Togo, notamment la capitale Togo ici, on ne sent pas les architectes en tant que tels. Il est bien vrai que certains hommes sont richissimes, donc ils arrivent à avoir les moyens, ils veulent le construire, mais en réalité, sur quelle base, donc sur quelle politique? Parce qu'il faut quand même dire qu'ailleurs, le pouvoir s'invite donc, dans l'imposition du plan à construire. Et forcément, il faut que surtout par rapport à certaines villes. Tout à fait. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, il y a des endroits où vous ne pouvez pas débarquer tout de suite et puis acheter le paire de terrain qu'on ne commençait pas à construire tout ce qui vous passe par la tête. Donc il y a un plan de développement de la ville. C'est-à-dire dans tel secteur, c'est ce qu'il faut construire. Forcément, vous avez droit ou intérêt à faire recours à un architecte. Donc ce qui n'est pas le cas au Togo ici. Bon, ceux-là qui sont un peu natifs, bon, quand ils ont un plan de développement, par exemple la construction d'un hôtel, ou peut-être d'une société, ou bien d'un endroit où je ne sais quoi, donc forcément, à un temps, soit peu, ils font recours aux architectes, mais en réalité, ce n'est pas ça. Donc, lorsqu'une ville est en mutation et en construction, forcément, on a besoin des urbanistes qui, après avoir fait un travail de fond, parce que les deux sont liés, lorsque le travail technique est fait et on sollicite un architecte, c'est lui qui prend le plan, bon, en fonction de l'endroit, en fonction de la zone où on veut construire, voilà ce qu'il faut construire. Et j'ouvre également la parenthèse pour vous dire qu'entre-temps, à Nikonakwe, un immeuble s'est effondré. Pour la simple raison. Voilà, donc ça suppose qu'il n'y a pas un travail technique qui a été fait à la base. Donc c'est tout un problème auquel nous sommes confrontés dans notre pays, mais je dis que lorsqu'on arrive à avoir la volonté, peut-être dans les jours à venir, ça va se corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être tâche aisée aux architectes s'ils décident à prendre leurs responsabilités? Parce que vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que même le petit fonctionnaire, il a envie de vivre chez lui, mais pas forcément solliciter un architecte. Oui, c'est là où le bas blesse. Puisqu'en réalité, lorsque vous avez une idée d'avoir votre propre maison, votre propre local, forcément, il faut penser à avoir un plan.
d'abord permis de construire. Ça suppose que ce que vous avez à construire, on vous délivre un permis et vous sollicitez les techniciens. Ça voudrait dire, avant de solliciter les techniciens, un plan visé a été déjà fait. Ça voudrait dire que les urbanistes sont passés par là, ils ont déjà tracé tout. Vous n'allez pas construire du jour au lendemain, ils vont débarquer pour dire, voilà, vous avez construit sur une réserve, ou c'est la voie publique, ainsi de suite, on va commencer par casser. Donc, si ça se passe comme ça voudrait dire qu'en amont, le travail fondamental n'a pas été fait. Maintenant, si les architectes décident de prendre le taureau par les cornes aujourd'hui, moi je pense que c'est également une très bonne chose. Mais ils ne peuvent pas y arriver si à la base, il n'y avait pas une politique adéquate qui est définie. Donc, forcément, ceux qui sont les gouvernants sont impliqués. Maintenant, s'ils ne sont pas impliqués parce que chacun à son niveau cherche peut-être à s'enrichir, au lieu de penser à un plan de développement du pays, au bien-être des populations, parce que lorsqu'on parle également de l'architecture, les populations sont forcément impliquées parce qu'avant de vivre décemment, il faut quand même se loger quelque part et avoir les moyens fondamentaux qu'il faut avant de pouvoir quand même chercher à faire quoi que ce soit. Donc, s'il n'y avait pas une politique adéquate qui est définie et que l'État aussi s'implique dans cette définition-là, moi je pense que les architectes vont bel et bien crier, mais au finish, ils n'auront pas quand même de répondants, ils n'auront pas quand même de matière. Donc, je pense que c'est un combat, c'est une lutte qui est engagée. Et je pense que pour y arriver aussi, il va falloir que chacun à son niveau puisse jouer sa partition. Donc si ça se passe ainsi, je pense que dans les jours à venir, on arrivera à avoir peut-être une belle ville ou des belles villes sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est une question également de temps. Question de temps, mais également, on constate quand même qu'au niveau du bas peuple, on n'inscrit pas les architectes dans le plan de construction des maisons. On pointe du doigt des fois des coûts faramineux, on se dit ça va coûter cher, ou parfois il y a ce qu'on peut appeler un conflit d'intérêts qui se joue parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'Ordre national des architectes, vous avez une centaine d'architectes inscrits, mais il y a plus de milliers qui exercent sur le terrain. Oui, ça dit qu'en réalité, ce qui se passe, on manque de problèmes de sensibilisation aussi. Il faut sensibiliser. Parce que beaucoup estiment qu'après avoir obtenu le bac, plus 7 ou plus 8, pour sortir de cette école d'architecture sur le plan national ou international, donc l'architecte est quelqu'un qui a tellement mis les moyens pour sa formation et qu'une fois lorsqu'il est sorti, donc il va falloir forcément qu'il travaille pour essayer d'avoir les moyens peut-être de débourser pour ses études. C'est bien beau. Mais lorsqu'on vit dans des pays pauvres, très endettés, comme le nôtre, il va falloir quand même sensibiliser les populations. Pour dire, lorsque vous avez même envie de construire une chambre-salon, WC douche interne, forcément, il vous faut un plan. C'est-à-dire le plan en fonction de l'aération même du local. Le plan par rapport même au terrain sur lequel vous voulez quand même construire. Donc, c'est un travail technique qui doit se faire. Donc, forcément, vous avez besoin d'un architecte. Maintenant, l'architecte doit comprendre que si j'arrive à faire un plan ou à suivre ce travail et qu'au finish, je dois avoir peut-être 1 million et que la personne qui est censée construire estime qu'il n'a pas les moyens pour dépenser 1 million pour l'architecte et faire sa construction à part et que ce sont les caloreurs, les maçons, les menuisiers qui sont sollicités maintenant suivant un plan dessiné sur papier et qui construisent. Et je pense que ça fausse le débat. Donc, il va falloir que les architectes aussi comprennent qu'au-delà de tout, on a besoin également de nous. Donc, il faut forcément diminuer peut-être les moyens ou le prix de la prestation et qu'en fonction de cela, et en plus de la sensibilisation, je pense que les populations comprendront qu'au-delà de tout, il faut forcément la présence de l'architecte pour pouvoir essayer de réaliser, une bonne construction. Une bonne construction. Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Il est déjà à nos côtés. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue. Toutes mes excuses pour le retard. Et le week-end? Grâce à Dieu, ça a été. Et j'espère que le vôtre a été bien aussi. On remercie Dieu. Et bonjour à Justin. Bonjour. Voilà, nous parlons bien sûr aujourd'hui de la semaine de l'architecte qui démarre ce matin à Palimé. Quand on parle d'architecte, on parle forcément d'un artiste. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les architectes que nous avons Togo dans la peau d'artiste, quelqu'un qui a plus d'importance à son art, à son œuvre qu'à l'argent? Oui, bon, ils sont à la fois des artistes et des entrepreneurs. Ils sont des créateurs, ils sont des bâtisseurs et il faut vivre aussi de son art. Et je pense que, Justin en parlait tout à l'heure, l'un des objectifs de cette semaine de l'architecte, c'est de rapprocher l'architecte des populations. Parce que
la population, généralement, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, pensent qu'un architecte, c'est pour les grands immeubles, c'est pour des centaines de millions, et tout ça pour des chantiers évalués à des centaines de millions, alors qu'on a besoin de l'architecte pour toute construction, quel que soit son caractère modeste ou gigantesque. On a besoin d'un spécialiste. On a vu malheureusement certains maçons, à force de construire de petits chantiers, ont cru qu'ils sont devenus des architectes, des tâcherons qui se sont permis de construire de grands immeubles, et des immeubles qui se sont effondrés, qui ont causé pas mal de dégâts. D'où l'importance de l'architecte, parce que c'est quelqu'un qui a étudié comment construire une maison, étudier le sol, étudier la matière qu'on utilise pour la construction et tout ça. Voilà, et donc je crois qu'il est important dans la société parce qu'une maison, c'est un grand investissement et il faut que ça dure. Vous verrez des maisons qu'on construit au bout d'un an, 2 ans, c'est la dalle qui coule, ce sont des fentes dans les murs et tout ça. Donc je crois que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais on a besoin des spécialistes. Et donc je pense que si, à l'issue de cette semaine de l'architecte, ceux-ci arrivent quand même à trouver un créneau pour les petites bourses, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui ont les moyens ne vont jamais vers les maçons, ils vont directement vers les architectes qui conçoivent les plans et les exécutent. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on se rapproche davantage, parce que nous avons aujourd'hui des difficultés, même dans les zones où il ne faut pas construire. Vous verrez que les gens vont construire. Et si vous sollicitez le service d'un architecte, il saura vous dire à tel endroit on ne peut pas construire, ou si on veut forcément construire, voilà les dispositions qu'il faut prendre au préalable. Donc c'est une bonne initiative. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la ville de Palimé. C'est bien peut-être de décentraliser un peu les choses. Et on espère qu'à l'issue de ces travaux-là, ils vont pouvoir trouver les voies et moyens pour amener les petites bourses à eux et aussi adopter le prix qui peuvent forcément inciter ceux qui n'ont pas de gros moyens à solliciter leurs services. Voilà, très bien. Je crois que le message est parti et nous en profitons quand même pour saluer tous ces artistes que sont ces architectes qui sont à l'œuvre. On espère bien qu'ils pensent également au bas peuple dans leurs activités. Nous l'avons évoqué, nous allons parler du 5 octobre. 5 octobre 90, une date, un événement, des souvenirs, nous en parlons. Donc, Justin, quand on évoque aujourd'hui 5 octobre, quoi cela vous envoie? Bon, 5 octobre, quand j'entends parler du 5 octobre, donc c'est une date historique pour le Togo, surtout comme quand j'entends parler le 27 avril, ou peut-être quand j'entends parler du 13 janvier, ou quand j'entends parler du 5 mai. Donc, ce sont là des dates inoubliables. Donc, moi, à mon sens, 5 octobre 90, 5 octobre 2015, ça fait pratiquement aujourd'hui 25 ans. 25 ans que les Togolais se sont soulevés contre un régime tyrannique, clanique, dictatorial. Mais au finish, quel est le résultat aujourd'hui? Je pense que c'est là la grosse question. Et ce parcours n'a pas été quand même facile face à un régime dictatorial et qui ne régigne pas sur les moyens pour assassiner, pour tuer, pour torturer. Donc, lorsque vous faites le bilan de ce parcours, 25 ans durant, je dis que ça n'a pas été quand même facile, même si par moment certains pensent qu'il y a eu des acquis. Je résume peut-être dans un premier temps, si le temps de revenir pour rentrer dans les détails, pour dire tout simplement que 5 octobre 90, 5 octobre 2015, aujourd'hui, ça fait 25 ans que les Togolais ont commencé une révolution inachevée. Et je pense que quand vous scrutez un peu l'histoire, quand vous analysez ce qui s'est passé ce jour-là, avec le soulèvement de tout un peuple face à un régime, et qu'à un moment donné, les politiciens se sont invités dans la danse, ont pris le devant, mettant ce peuple-là qui s'est soulevé, cette jeunesse-là qui a tellement la fougue à l'époque, au second plan, pour prendre le devant de la lutte, et qu'aujourd'hui il fout tellement du bordel, et que le résultat est encore là aujourd'hui, la tenance Tata n'est pas arrivée, il y a Dema est mort, son fils l'a remplacé, et je pense que c'est une révolution inachevée. Donc, tout comme les Burkinabés l'ont fait, à un moment donné,
ils ont entamé une révolution, ils n'ont pas achevé, mais je pense que les Burkinabés ont achevé leur révolution face à une dictature. Voilà. 5 octobre, Germain, la plupart tout le monde sait aujourd'hui que la population togolaise est à forte proportion jeune. Ça veut dire que pratiquement moins de 25 ans. Aujourd'hui, quand on évoque la date du 5 octobre 90, peu savent ce qui s'est passé. Dites-nous. Est-ce qu'on pourra entrer dans tous les détails? Oui, sinon que pour dire que ce jour-là, il y a 2 étudiants qui devaient être jugés selon les autorités de l'époque, pour outrage au chef de l'État par la distribution de tracts. Il s'agissait des étudiants Logo, je pense. Logo dessus. Voilà, et donc c'est un peu partir de là même. Maintenant, c'est vrai qu'on indique le 5 octobre comme c'est le début de la révolution ou de la démocratisation, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faut remonter quelques mois plus tôt, au sommet de la Bolle, où le président français d'alors, François Mitterrand, a invité tous les présidents d'Afrique francophone et leur a intimé l'ordre d'aller s'ouvrir à la démocratie et que l'aide désormais serait conditionnée donc, par la démocratisation. Donc c'est parti de là. Mais avant, il y a eu quelques pays comme le Bénin voisin qui a eu d'énormes difficultés économique qui devait faire sa transition du communisme vers un régime capitaliste et démocratique qui a connu un peu ce qu'on appelle la conférence nationale et qui après a eu lieu dans plusieurs pays d'Afrique où il fallait faire cette transition. Et donc c'est vrai qu'il y a eu le 5 octobre, mais après il y a eu aussi des réticences de la part du pouvoir d'alors à faire la démocratie. Il y a eu des missions qui ont été envoyées à l'intérieur du pays pour demander aux populations si elles voudraient le multipartisme ou rester dans le parti unique. Sauf que cette présentation avait été biaisée exprès par les émissaires du chef de l'État qui ont présenté le multipartisme et la démocratie comme l'anarchie que le Togo a connue un peu avant les années de l'indépendance, avec les Abloré Sodia et tout ça, et le parti unique, qui avait quand même apporté cette paix-là et cette stabilité aux populations. Donc du coup, vous allez comprendre que les résultats de ces consultations n'ont pas satisfait la France, n'ont pas satisfait évidemment tous les Togolais, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora, qui aspiraient à plus de liberté et de démocratie. Et donc il y a eu le 5 octobre, mais après il y a eu quelque chose d'important, c'est l'accord signé entre la mouvance présidentielle et l'opposition d'alors, le 12 juin 2011, pour aller à la conférence nationale qui devait déboucher sur une transition. Alors, cet accord, quand il a été signé, pour le chef de l'État d'alors, le président Yadema, il s'agissait d'organiser avec l'opposition un forum. Oui, le 12 juin 91, quand j'allais dire 91. Donc, il s'agissait d'organiser un forum national de dialogue. Alors que pour le Paul Ninevi qui avait signé à l'époque et les autres leaders, Maître Goïbo, Joseph Kofigo et autres, il s'agissait de faire une conférence nationale souveraine. Donc je crois que les problèmes sont partis de là. Et les gens se sont réunis à la salle Fazao, une conférence donc, qui a ouvert ses portes, le 8 juillet 91. Et puis la conférence a déclaré sa souveraineté. Nous savons tous que la souveraineté vient du peuple. Et nous savons tous que ceux qui étaient à cette conférence n'étaient pas des élus du peuple. Donc, le Forum national que Yadema espérait s'est transformé en conférence nationale souveraine, qui a débouché sur une transition qui a amené l'opposition à gouverner ce pays. Mais on a vu que plutôt, les gens se sont mis les bâtons dans les roues, ont laissé le pouvoir de côté, se sont écartés de l'idéal démocratique. On a vu pas mal de dérives. Notre démocratie, il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui, s'est muée dans une lutte d'intérêt, dans des dérives tribalistes et tout ça. Et on a connu l'une des transitions les plus compliquées en Afrique francophone, jusqu'à
la signature de l'APG, donc en 2010, qui a conduit à la norme. Dans cette transition, il y avait eu des tirs. Oui, mais non, il y a eu, ça je dis qu'il y a eu l'une des transitions les plus longues, les plus tumultueuses, les plus compliquées. On pourra même revenir sur certains aspects de cette transition. Ce qui a fait que, entre-temps, il y a eu la rupture de la coopération parce qu'il y a eu un événement après au Jardin où une manifestation a été réprimée. Et donc, il y avait une visite de 2 ministres français et allemands de la coopération. Donc, aussitôt, la coopération a été rompue. Le Togo a été isolé diplomatiquement pendant une bonne quinzaine d'années. Et on peut dire qu'après, il y a eu la parenthèse aussi des élections sur lesquelles on va revenir forcément parce que la démocratie, c'est également l'élection parce que ce sont à travers ces canaux-là que les populations décident. Et puis, toutes ces élections jusqu'en 2007 n'ont pas été reconnues crédibles. Et c'est à partir d'octobre 2007 qu'on peut dire que le Togo a entamé une démocratisation qui a pu quand même se cristalliser jusqu'aux dernières élections du 25 avril dernier. Voilà, Justin, quand on prend à partir du 5 octobre 1990 jusqu'à ce jour, comment analysez-vous un peu le comportement de l'opposition? Le comportement de l'opposition, peut-être avant d'en arriver là, il faut essayer de planter le décor. J'ai écouté mon confrère tout à l'heure, il a parlé, mais il faut quand même relever que déjà, je le soulignais dans l'introduction tout à l'heure en disant que Yadema avait dirigé le Togo avec une main de fer, de dictature absolue. Donc déjà, 23 ans de pouvoir sans partage, et Yadema croyait le tout-puissant. Donc c'est lui qui décidait tout, c'est lui qui dirigeait tout, c'est lui qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Donc 23 ans durant, donc à un moment donné, le peuple en a ras-le-bol. Donc à partir de ce moment-là, les étudiants se sont organisés parce qu'il n'y avait que seul mouvement à l'époque, Monesto, qui soutenait le régime dictatorial avec les ailes marchandes du RPT. Donc ces étudiants-là qui ne regardaient que la même direction, il y avait eu quand même un compte courant qui estimait qu'il ne faut pas continuer à diriger le Togo de la sorte. Ils sont organisés, ils ont commencé par rédiger les dérives du pouvoir à travers des tracts qui sont un peu lancés un peu partout, qui sont partagés un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et je fais également observer que quand vous êtes opposant, vous revenez au pays à l'époque, on vous arrête peut-être à l'aéroport ou à la frontière, donc peut-être vous êtes disparu. Donc les gens ont passé des moments difficiles, que ce soit à Gambio, que ce soit à Kazaboua, donc n'en parlons pas. Donc le traité de Perestroïka de Mikhail Gorbatchev, qui a chamboulé tout, qui a mené François Mitterrand, dont on parlait tout à l'heure, mon confrère, a exigé aux États africains francophones, bien sûr, parce que quand vous observez chez les anglophones, l'espace est un peu de liberté, un peu accepté, mais quand vous voyez chez les francophones, pratiquement ça n'existait pas. Donc on sent venir peut-être le boom, c'est-à-dire que le soulèvement populaire. Donc quand Gorbatchev, à travers son traité, a parlé de l'ouverture à la démocratie par rapport au communisme qui était pratiqué de façon féroce à l'époque, donc De Gaulle aussi a compris qu'il faut forcément inviter les chefs d'État africains, notamment francophones, à se retrouver autour d'une table et à leur imposer le principe de la démocratie, comme mon confrère l'a dit. Maintenant, de retour au pays, ça a été mal partagé, ça a été mal diffusé. Donc, on se rappelait également de la position de la clé à l'époque, qui n'a pas voulu que le Togo s'ouvre. Et au même moment, il y a des en tant que dictateur, en tant que militaire, n'a pas voulu que ça puisse évoluer. Surtout avec 23 ans de pouvoir sans partage. Et les jeux se sont organisés. C'est dans cette logique, surtout avec la création de la CDP en sourdine, qui a travaillé, qui a joué un grand rôle avec les professeurs Yenevi, les professeurs Adouayom et autres. Donc, à partir de ce moment-là, les étudiants ont été arrêtés. Bien sûr que Logo de Souvi et Doglo Agbeleko, dont on parle aujourd'hui, ils ont déjà quitté le campus. Mais ce sont eux qui ont contribué énormément à l'enracinement, à la rédaction même des tracts et des documents à l'époque. Ils ont été arrêtés tout comme les autres. Certains ont été libérés, d'autres ont été humiliés, d'autres sont toujours gardés en prison. Mais au cours de leur procès, de ce procès-là du 21, beaucoup de choses ont été dites. Parce que des avocats éminents, bien sûr, qui sont engagés dans la lutte, je ne vais pas les citer ici parce que tous aujourd'hui se sont fourvoyés. Cette logique de mener le combat pour sauver le pays, aujourd'hui, tous ont contribué à l'enracinement de cette dictature aujourd'hui. Donc, je ne vais pas les citer ici parce qu'ils ont joué un grand rôle dans le temps, il faut quand même le rappeler pour devoir de mémoire. Donc, ces avocats ont démontré par A plus B que nous vivons dans un pays de dictature, qu'il y a des dictateurs, par conséquent, on ne peut pas trancher, on ne peut pas condamner les jeunes restants, notamment le Godosouvi et Doglo Agbeleko. Donc,
l'actuel ministre de la Justice, qui était le juge du siège à l'époque, qui a pu Agbetomé, qui était là, et puis avec au rôle de procureur de la République ou le juge debout, et qui n'est autre qu'Abdou Absouma, à l'époque, on se rappelle, ont décidé de renvoyer le dossier peut-être pour délibération le 5. Maintenant, les juges sont organisés, ils sont un peu partout dans la ville, et c'est à partir de ce moment, au moment où il était question de donner la décision, le verdict de ce procès-là, que les jeunes ont entonné l'hymne national qui était interdit, notamment la tête de nos aïeux. Parce que rappelez-vous, à l'époque, c'est écartant tout mauvais l'unité nationale, écartant tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale de Yadema, l'hymne du RPT qui entre-temps été transformé en l'hymne national. Non, c'était l'hymne. Non, on parle de l'histoire. Quand moi je parle de l'histoire, je ne badine pas. On parle de l'histoire, c'était l'hymne du RPT au début et qui s'est transformé lorsqu'on a interdit la tête de nos aïeux et quand que cette hymne du RPT qui est devenu maintenant l'hymne national. Et qu'à tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale. Donc les jeunes sont organisés, ils ont entonné la tête de nos aïeux. Donc, troisième couple, bien sûr, qui a après dégénéré les choses. Et les gendarmes ont tiré, mais il faut dire qu'à la suite de cela, ça n'a pas été facile. Donc, c'était la débandade pratiquement dans la ville de Lomé. Les commissariats ont été attaqués, les écoles ont été attaquées, les élèves sont sortis un peu partout. Ceux qui ont encore le ras-le-bol, qui ont le courage, ont soutenu. Les véhicules administratifs ont été caillassés, incendiés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et pratiquement, la première ville qui a pris, c'est la ville de Tilly. Donc ça a commencé, pratiquement tout le Togo était complètement embrasé. Donc moi je dis qu'une révolution inachevée a été faite. Donc à un moment donné, les jeunes et les leaders se sont dit, bon, ok, il faut prendre le devant, parce que quand il y a des mains par terre, il va y avoir le vide, il faut essayer de lui chercher peut-être un couloir de transmission où il peut passer. Et c'est à travers tout ça qu'on a continué par évoluer avec la signature, d'abord la grève des syndicats, les syndicats sont constitués, la Messie qui a été signée, l'espace de liberté, les journaux comme Papa Désenchanté, Ibanoui, ainsi de suite, qui ont vu le jour, Courrier de la République, Courrier dans le temps, bien sûr, c'est Forum Hebdo, Atopani, voilà. Donc, c'est comme ça que les gens sont organisés. Et beaucoup, ceux-là qui étaient à l'extérieur, au Ghana, au Bénin voisin, ont eu le courage de rentrer avec la signature de la Messie. Et on a créé le phare. Après le phare, c'est le Front de l'opposition démocratique. Il y a eu le code 1 et le code 2 par après. Donc, en fait, la logique qui a amené peut-être les leaders à l'époque à exiger d'Yadema la conférence nationale souveraine, c'est le fait que Yadema, dans sa logique, ne voulait pas. Ne parlons pas des assassinats. On a tué des gens, on les a jetés dans la lagune de Baie, les étudiants ont été assassinés. Donc, dans cette logique-là, il faut maintenant imposer véritablement un rapport de force à Yadema. Et c'est ce qui a amené peut-être à cette conférence. Mais la conférence, je vais maintenant revenir après la conférence, parce que mon confrère en parlait. Mais Yadema ne voulait pas, parce que lorsque l'acte 1 a été décidé lors de la conférence nationale, notamment la souveraineté qui appartient au peuple, et que la conférence nationale qui s'est transformée en une conférence nationale souveraine, l'acte qui était complètement inouï, qu'on ne peut pas imaginer, c'est l'armée qui a quitté la salle. Lorsque l'armée a quitté la salle, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que ça allait très, très, très difficile. Et ça a été difficile tout au long de la conférence. Bien sûr que les investisseurs ont été entendus, Yadema a été traîné dans la boue, mais ça n'a pas empêché qu'en réalité, si on aime son pays, on doit aller de l'avant. Ça n'a pas été le cas. Les institutions de la République ont été installées. Le 1er octobre 1991, la primature de Kofigo a été attaquée par les régiments, qu'on peut qualifier de régiments de RSV du Burkina, qui sont également de la garde présidentielle, qui ont attaqué Kofigo. Ça, beaucoup ne le savent pas. Le 8 octobre, pratiquement la même chose. Et par après, les hauts conseils ont été attaqués par pratiquement les mêmes régiments. Ils ont été fessés. Monsieur Podro a été humilié. Et la suite, c'est avec l'assassinat de Tavi Amourin, l'attaque contre J.P. Solip le 5 août 1992. Par après, les autres, la grève générale illimitée et tout et tout. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, bien sûr que, bon, il y a eu des acquis. Aujourd'hui, on parle ici. Mais cet acquis-là, le Togo n'évolue pas en vase clos. Les autres pays évoluent. Il va falloir qu'on en suive le pas. Donc, je pense que une révolution a été entamée, qui a été inachevée. Mais les leaders politiques dont vous parlez, beaucoup ont travaillé dans le temps, avec beaucoup de dynamique, pour changer les choses. Mais à un moment donné, eux tous ont rangé le camp du pouvoir et qu'aujourd'hui, le peuple est encore à la traîne. Voilà. Germain, venons-en au rôle joué pas, parce que tel que Justin l'a dit tout à l'heure, les jeunes ont certes donné le coup d'envoi d'un mouvement, mais par après, on a vu les politiques qui sont venus, qui ont pris le devant. Oui, non. De toute façon, derrière les jeunes, il y a toujours eu les politiques. C'est vrai qu'il a parlé et j'ai été un peu déçu qu'il n'ait pas cité quand même de grands combattants
de la liberté, comme Maître Agoïbor, Maître Joseph Kofigo, Maître Jovi Gali, Maître Dovi et tout ça. Je disais que je ne voudrais pas les citer. Oui, mais tu as cité le Paul Nilavi qui est aussi allé dans un gouvernement et tout ça. Non, je crois je ne parle pas de celui qui est allé au gouvernement. Oui, mais non, je dis, ce n'est pas à nous de juger les acteurs. Je ne juge pas. Chacun a joué, même les héros du 5 octobre, il y en a qui ont été dans les fan clubs de Fonya Singbe. Je crois qu'ils ont été présidents de fan club de Fonya Singbe, les deux étudiants dont on parle. Ce n'est pas à nous de juger, de juger les acteurs. Parlons plutôt des faits. Et donc je dis, derrière les étudiants, il y a eu toujours des hommes politiques. Moi, j'étais à l'université à l'époque, en première année, et nous, on croyait que c'était des revendications estudiantiles. On avait demandé l'augmentation de la bourse. Il y avait des associations, MELD, Old Grad et tout ça, qui sont allés réclamer 27 000, 34 000, 44 000, tout ça, Ayadema, tout ça. Mais après, Ayadema avait fait une proposition d'augmentation de bourse, qui sont venus, ils nous ont réunis devant, je me rappelle, le restaurant universitaire. Ils ont dit, bon, Ayadema a proposé ça, ils ont dit non. Pourtant, c'était une bonne proposition. Mais quand ils ont dit non, qu'ils demandent 44 000 pour tous les étudiants. Bon, finalement, Ayadema a dit non, on n'a plus jamais entendu parler d'augmentation de la bourse jusqu'à sa suppression. Ceci pour lui dire qu'en réalité, tous ces étudiants, ils sont où aujourd'hui? La plupart ont eu des bourses quand la transition est arrivée. Ils ont tous été récompensés, ils sont au Canada et un peu partout. Donc, je crois que maintenant, je ne veux pas aussi qu'on minimise le rôle de la France. Les Africains ont tendance à dire démocratie, la révolution, tout ça. Non. Même le monopartisme, le parti unique. Mais ce sont les Blancs qui disent, après les indépendances, mais il y a trop de désordre, ayant un creuset unique, un parti unique. Après, on se rend compte que le président de ce parti unique aussi est dans les dérives dictatoriales. Bon, il faut ouvrir le peuple. Donc, ça se fait comme ça. L'accord qui a conduit à la conférence nationale a été signé en présence de l'ambassadeur de France au Togo. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que c'est dans l'esprit de la boîte. La conférence nationale n'a pas eu lieu au Togo. On en a eu au Zaïre qui a été aussi assez complet. Oui, mais la souveraineté aujourd'hui, les juristes pourront vous dire, elle n'a jamais été souveraine. C'est tout comme ce que les autorités au Burkina font. Vous ne gérez qu'une transition, vous n'êtes pas élu. Le HCR, à l'époque, qui était le Parlement de la transition, ce n'est pas des députés élus. Ce qu'il ne dit pas, c'est que les gens étaient allés pour dissoudre le RPT. Les jeunes militants du RPT ont envahi les rues à Lomé et tout ça. Non. Oui. Non. Si. Non. De toute façon... On parle de l'histoire, donc il faut rester dans ce contexte-là. Mais est-ce que le RPT n'avait pas été... Est-ce que le RPT n'avait pas été... le HCR n'allait pas pour dissoudre le RPT. L'acte de la dissolution du RPT venait d'où? Non, mais à partir du moment où on revient, j'avance rapidement. Après tu reviendras. La souveraineté n'existe pas. La souveraineté vient du peuple. Et à l'époque, il y a un juriste qui s'est fatigué, mais il était seul. Et tous ces juristes de l'opposition ont tordu le coup du droit pour proclamer la souveraineté de cette conférence. À partir du moment où vous n'êtes pas des représentants du peuple, vous n'avez aucune souveraineté. Soit ça a été fait parce que les gens avaient un agenda qu'ils voulaient imposer, ils ont géré la transition avec les dérives dont je te parlais. On a vu des populations au Togo chassées dans certains coins du pays qui ont regagné leur coin d'origine. On a vu des cadres d'une partie du pays, il en parlait, qu'il y a une gestion clanique du pouvoir. Quand l'opposition arrivait, elle aussi a amené une gestion clanique du pouvoir en balayant tous les cadres d'une certaine partie du pays, de l'administration, pour mettre les cadres d'une certaine partie. Mais vous allez voir à l'époque, il y avait quelques gens du Nord qui étaient dans l'opposition, Diobo Boukari, Bonaké Théouli, Zarif Aïva, ils vous diront ce qu'était l'opposition. Mais la même chose qu'ils reprochaient à Ayadema, ils ont fait la même chose. En fait, c'est ça qui a dévié la démocratie. Sinon, quand on est sorti de la conférence, du nord au sud, sauf que certains ne voulaient pas qu'on arrête Ayadema et tout ça, mais tout le monde était d'accord pour que Ayadema parte. Comment Ayadema a récupéré le pouvoir? Mais c'est l'opposition qui lui a rendu le pouvoir. C'est l'opposition qui a mis une partie du peuple contre une autre. Vous aviez le pouvoir, il y a des dérives. Allez dans les milieux où ça se passe.
Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons amener la démocratie, la liberté, le vivre ensemble, et le développement. Mais ça n'a pas été fait. Il y a des dérives qui ont conduit. Je ne dis pas que l'opposition est seule, c'est vrai que le pouvoir aussi a récupéré ces erreurs de l'opposition. C'est comme vous gagnez le pouvoir, vous le laissez de côté, vous vous battez entre vous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Kofigo arrive comme Premier ministre avec tous les pouvoirs de l'État. Il a envie d'être président, comme au Bénin, Nicéphore Soglo, qui était Premier ministre de la Transition et qui a été président du Bénin à la suite. Les autres de l'opposition ne sont pas d'accord. On lui taille une constitution sur mesure, même l'âge pour être président. Au Togo, l'âge qu'on a mis au début, c'est l'âge de Kofigo qu'on a calculé. Il ne fallait pas que Kofigo soit candidat. L'opposition, Gilles Chris et ceux qui sont arrivés de la diaspora à la faveur de l'amnistie, et ceux qui se sont battus sur le terrain, dont il ne veut pas rappeler le nom malheureusement, c'était une guerre entre ces deux oppositions qui ont laissé le pouvoir de côté jusqu'à ce qu'il y ait des mal le reprennent. Ça, c'est la vérité. Maintenant, on a connu une transition assez difficile, assez compliquée, avec une grève lancée par une opposition de 9 mois pour faire partir le président Yadema. La grève n'a pas abouti, des coups de force. Les Togolais se sont retrouvés en exil au Bénin, au Ghana. Mais vous avez vu un peu le phénomène de rapatriement. Donc, ça a été une transition assez compliquée. Après, il y a eu de nombreux accords. Il y a eu l'accord cadre de Lomé, il y a eu les 22 engagements signés par Yadema, et c'est finalement le président Faure qui les applique. Il y a eu l'APG, qui véritablement a permis d'ouvrir le Togo à la démocratisation. Et donc, depuis la réussite de la première élection en octobre 2007, le Togo est allé vers la normalisation. La coopération a été reprise. Il y a eu d'abord une rencontre des bailleurs de fonds et des partenaires en développement qui a eu lieu à Bruxelles en septembre, je crois, 1998. Et après, on a dit, si vous réussissez la présidentielle de 2010, on reprend totalement ce qui a été fait. Aujourd'hui, le Togo a renoué totalement. Par ça, c'est la prime de la démocratisation. Mais il faut aussi déplorer qu'en refusant de faire la démocratie, en créant des situations internes qui n'ont pas permis cette démocratisation-là rapide depuis 1990, le Togo a quand même beaucoup perdu. Et donc, depuis 2007 jusqu'à nos jours, le pays a pu enchaîner quand même 4 bonnes élections, reconnues par ceux qui n'avaient pas reconnu toutes les élections d'avant octobre 2007. Voilà, compte tenu du temps qui nous est imparti, je crois que nous avons largement dépassé, mais on va consacrer 2 minutes rapidement à évoluer. Et puis, je crois qu'on va revenir sur le sujet parce que c'est très important. Oui, on aura le temps forcément. Parce que on parle de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous suivez l'évolution, parce qu'on n'a pas pratiquement le temps pour revenir sur les dates point par point, mais quand vous suivez l'histoire jusqu'à l'arrivée à la conférence nationale, c'est parce qu'à un moment donné, beaucoup ont décidé à ce qu'il y a des gens soient destitués. Ça n'a pas été le cas. Il faut aller à une conférence et parler du futur du pays, de l'avenir, et tout. Redéfinir les bases. Tout à fait. Donc le RPT était parti État, où tous les Togolais ont contribué dans sa caisse. Et il a été décidé, au cours des assises, que ce parti-là soit dissous. Maintenant, si éventuellement les tenants de ce courant veulent maintenant créer une autre formation politique, ils peuvent leur donner le nom RPTD, comme quelqu'un l'a proposé dans le temps, je me rappelle. C'était ridicule, ça. D'accord. Donc, cette décision a été prise et là, ça veut dire qu'en réalité, mais le Haut Conseil de la République la souveraineté avait une feuille de route. Oui, mais et cette feuille de route-là a été décidée lors de la conférence. Il n'avait pas ce pouvoir. L'armée qui est une armée d'Yadema, une armée militaro-fasciste, qui ne roule que sur la boîte d'Yadema, qui ne veut pas du tout la démocratie. C'est cette armée-là qui a tellement foutu du bordel. Comment est-ce qu'on peut mettre les institutions de la République et que le 8 octobre, l'armée sort de sa caserne avec avec des arsenaux de guerre pour aller attaquer la primature. Et le 8, on a attaqué Comme dit, on va revenir parce que... Alors, c'est comme si l'ANC veut quitter l'UFC. Non, c'est pas une question de l'ANC dit il faut dissoudre l'UFC parce qu'on a tous contribué. Je dis, on n'avait pas laissé la coquille. La coquille vide. C'est pas une question de l'UFC. L'histoire est têtue, les faits sont têtus. On va revenir. Est-ce que les militaires ont attaqué Kofigo le
le 1er octobre. Permettez est-ce que le conflit prématuré fait partie de l'institution de la République? Non, je parle de la dissolution. Est-ce que c'est conflit qui voulait dissoudre le APT? Je pense qu'on aura le temps de... Le débat intéressant, on aura le temps de revenir, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on y revienne. Il ne faut pas mélanger le débat pour parler de l'UMC à ANC. Non, je dis, déjà mourir tranquillement. On n'avait même pas besoin de le dissoudre. La preuve, finalement, est-ce que le APT existe aujourd'hui? Je suis désolé. Est-ce qu'il existe C'est parce aujourd'hui? qu'il y a eu l'arrivée qui soutient ce parti. Non, mais aujourd'hui, est-ce que le APT existe? Récemment, le APT a été Quand c'est un militant décide de le dissoudre, ils vont le dissoudre. Nous allons revenir.